Martin Gibert, vous êtes donc chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal et vous êtes aussi affilié au Centre de recherche en éthique, donc le CRE. Et donc, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, L'imagination morale, également de Voir son steak comme un animal mort, qui est un peu plus de vulgarisation, qui a eu beaucoup de succès en France, et plus récemment de Faire la morale aux robots, où vous justement vous appliquez aux robots les réflexions éthiques qui sont développées en éthique animale. Et vous êtes, vous aussi, co-rédactrice en chef de la Morse, Refus contre le spécisme, qui donc utilise le féminin neutre, et donc on va respecter également cet usage. Donc euh, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Joséphine. Merci à tout le monde pour l'invitation. Alors, évidemment, je voulais saluer la première historique, là, le spécisme entre à l'ENS. Mais je voulais quand même, donc, il faut s'en réjouir, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir un petit peu honte? Et quand je dis qu'il faudrait avoir honte, je ne fais pas référence au titre du colloque, Penser le spécisme aujourd'hui qui crève pas l'écran d'originalité. Ça, il n'y a pas de quoi avoir honte de ça. Si vous avez pu utiliser ce titre, c'est parce qu'il n'était pas pris. Et en fait, c'est parce que ça, ce qui pourrait faire honte, c'est la date, quoi. Ça se fait en 2022, alors que ça fait quand même longtemps qu'il y a des personnes intéressantes qui parlent de spécisme, y compris en France. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment expliquer ce retard. Et je suis peut-être dans une position un peu particulière et privilégiée pour essayer d'y répondre parce que euh, j'ai grandi en France, j'ai fait le début de mes études de philosophie en France et puis je me suis ensuite installé au Québec. Et d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait beaucoup d'invités, moi-même j'en étais surpris, il y avait beaucoup d'invités québécois à ce colloque. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une affinité particulière entre l'antispécisme et le Québec? Est-ce que c'est contingent? Est-ce que c'est parce que Valérie Giroux était au Québec que ça s'est développé là? Est-ce qu'il y a des conditions matérielles qui ont favorisé que Valérie Giroux apparaisse au Québec plutôt qu'ailleurs. En tout cas, je vais faire trois hypothèses donc, relatives à l'université, à la philosophie et à l'éthique. Voilà, je me suis dit qu'à l'ENS, ça prend un plan en trois parties, là, sinon les gens vont être perdus. Mais d'abord, je vais un petit peu expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc, je disais, je suis français au départ, j'ai grandi en France, dans un petit village, dans un hameau. Mes parents sont désignés eux-mêmes comme des babes, des gens qui étaient revenus à la campagne dans les années 70, mais des babes spécistes. Hein, ils mangeaient des animaux. Moi, ce qui a déterminé un truc important, quand j'étais adolescent, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Et c'est pas innocent si après j'ai voulu travailler sur l'imagination. Mais donc, j'ai fait des études de philo d'abord à Clermont-Ferrand, j'ai passé le CAPES et ma génération, il y avait encore un service militaire à faire qu'on pouvait faire comme service non militaire. Et comme j'avais le CAPES, j'ai pu faire un service national et j'ai été envoyé au Canada. Donc, tout ça pour dire que c'est pas moi du tout qui ai choisi d'aller au Canada. En tout cas, c'est moi qui ai choisi d'y rester ensuite, mais au départ, c'est un peu comme une expérience. Donc, vous prenez un intellectuel français, puis vous le mettez au Canada, et puis qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, j'ai fait un doctorat en philo, plus précisément en psychologie morale, donc sur le rôle de l'imagination dans la perception morale, des questions d'empathie en particulier, de prise de perspective, de contrefactuel et de voir comme. D'ailleurs, il y avait l'expression voir son steak comme un animal mort était déjà dans la thèse sur l'imagination morale. Et j'ai aussi découvert l'éthique analytique. Et je suis devenu végane et antispéciste, notamment parce que j'ai rencontré Valérie qui qui faisait aussi son doctorat. Et c'est un changement majeur, évidemment, dans ma vie, un changement moral, un changement personnel. Et à partir de là, j'ai décidé de militer, alors militer comme un intellectuel, comme un philosophe. Et je voyais bien de toute façon qu'il y avait quelque chose c'était assez facile. Il y avait tellement rien en français sur ces questions qu'il y avait vraiment un espace à prendre et puis des idées intéressantes à faire circuler. Je me suis vraiment dit que d'une certaine façon, mon devoir d'intellectuel, c'est de diffuser ces idées et aussi de créer une sorte de légitimité parce que j'étais dans cette dimension militante. Donc là, j'ai publié
Voir son steak en 2015, ensuite un magazine vegan qui a d'abord été au Québec et puis en France, s'appelait Vegan Magazine, qui s'est éteint. Et puis à partir de 2018, la revue contre le spécisme en ligne l'amorce. D'ailleurs, il y a une newsletter qui part demain. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et aujourd'hui, comme le disait Joséphine, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, là aussi un peu par hasard, parce qu'il se trouve qu'il y a un grand chercheur en IA à l'Université de Montréal, et du coup, il y a de l'argent qui est arrivé pour ça, et il y a des postes qui se sont ouverts. Et là, je vis l'expérience de parler, mettons, aux médias, aux journalistes en tant que chercheur en éthique de l'IA, alors qu'autrefois, je leur parlais plus en tant qu'auteur vegan, de voir son steak comme un animal mort, et c'est clairement beaucoup plus facile. Il n'y a pas tout le stress, tout l'aspect confrontation que je pouvais ressentir avant. Puis je pense qu'il y a tout simplement aussi ce qu'on appelle l'effet de halo en psycho. Là, travailler en éthique de l'IA, le halo de bénéfique, ou de pas bénéfique, mais le côté très l'idée que si tu travailles en éthique de l'IA, tu dois être toi-même intelligent, probablement facilite du coup le passage de mon antispécisme. C'est plus facile, je pense, de passer mon antispécisme dans ces conditions. Alors, pourquoi, si je reviens à la question comment j'ai changé, pourquoi j'ai changé, pourquoi je suis passé de carniste à vegan, si on veut, de spéciste à antispéciste, je dirais que mon expérience personnelle atteste ce qu'on appelle en psychologie morale la thèse du situationnisme moral, à savoir que c'est pas moi qui avais des vertus, des compétences particulières qui allaient s'épanouir pour devenir antispéciste et vegan. C'est vraiment simplement la situation dans laquelle j'étais, quoi. Vraiment, le déménagement, le fait de passer de la France à l'université à Montréal et à l'université de Montréal, je pense que ça a été déterminant. Parfois, je me demande qu'est-ce qui serait passé si j'étais resté en France. Comme j'avais travaillé sur Deleuze, là, je me dis peut-être j'écrirais dans la revue Multitude, que je ne connais pas spécialement, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, quelques précautions avant de passer à mes 3 thèses. D'abord, il y a probablement un genre de biais d'expatrié, c'est-à-dire que comme j'habite plus en France, je vais sans doute avoir tendance à noircir le trait sur la France. Je vais aussi dire que je parle de ce que je connais, à savoir surtout l'éthique et la philo. Ça peut sans doute pas se généraliser à d'autres disciplines. Et puis aussi dire que ma perception de l'université française, elle date quand même un certain temps, même si je continue d'écouter France Culture. Alors, l'université québécoise, ce qui est particulier pour faire une comparaison, à l'université québécoise, il n'y a pas d'école normale supérieure, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas l'élitisme républicain, il n'y a pas de concours pour enseigner à l'équivalent du lycée. On présente un CV, puis on a une entrevue d'embauche. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de hiérarchie, en particulier des hiérarchies étudiants-profs. Les étudiants participent beaucoup dans les cours à l'université ou ailleurs. Il y a d'autres dimensions, c'est payant. Il y a eu une révolte érable, un printemps érable en 2012, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a seulement 25% des adultes qui ont un diplôme universitaire, alors c'est, je pense, 34% en France. De façon générale, l'université québécoise, elle va refléter les valeurs de la société québécoise, qui est probablement plus libérale politiquement. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Mathieu Bock-Côté, un intellectuel québécois qui est en France. Là, alors, lui, il est très fâché du côté trop libéral de la société québécoise, mais moi, j'aime bien. C'est aussi une société qui est plus petite. Donc, je pense que simplement le fait qu'il y ait 7 millions de Québécois versus 70 millions de Français, ça produit des effets. Il n'y a pas non plus la culture du clash qui est très forte, je trouve, en France. Globalement, les gens sont, que ce soit dans le milieu universitaire ou pas, les gens sont un peu gentils, au moins par défaut. Ça me fait penser à une histoire drôle, une joke. Donc, il faut imaginer un hôtel international avec des gens au bord de la piscine. Et comment faire pour que les Canadiens sortent de la piscine?
Et là, la réponse de la joke dit, ce qu'il faut faire, c'est dire, s'il vous plaît, les Canadiens, sortez de la piscine. Et ça met en avant le côté très accommodant des Canadiens. Chez les intellectuels québécois, je vais voir plus d'humilité épistémique qu'en France. Je suis souvent frappé par l'assurance, l'arrogance que peuvent avoir les intellectuels français et françaises. Et de façon générale, il faut savoir que les Français et Françaises ont la réputation d'être arrogants à l'extérieur de la France, et je pense que ça se retrouve un peu dans l'université aussi. Alors, après, ce qui a été déterminant pour moi au Québec, c'est à l'Université québécoise, c'est le centre de recherche en éthique, là où je suis présentement avec Valérie. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en France. En tout cas, nous, le centre avec lequel en Europe, on est le plus souvent en contact, c'est la chaire Hoover à l'Université catholique de Louvain. Si bien qu'en tout cas, quand je regarde à partir de l'université québécoise, par contraste, l'université française va m'apparaître comme très hiérarchique, moins libérale et davantage coupée du monde anglo-saxon. Moi, j'ai lu mon premier article en anglais en philo à l'université de Montréal, ça ne m'était pas arrivé avant. Alors, évidemment, l'éthique animale a d'abord été publiée en anglais. C'est peut-être pas un hasard si David Olivier à lancer les choses en France et qu'il disait bien l'anglais. Donc, première hypothèse, qui pourrait être l'hypothèse sur l'université, ça serait de dire que l'éthos moins hiérarchique de l'université québécoise et la proximité avec le monde anglo-saxon ont favorisé mon antispécisme. Maintenant, pour ce qui est de la philosophie. Alors, la philosophie au Québec, il y a quelque chose de surprenant, c'est qu'elle est beaucoup moins valorisée socialement. En fait, c'est peut-être en France qu'elle est beaucoup plus valorisée socialement. Par exemple, ici, les gens vont trouver très étrange que les médias partagent les sujets du bac philo, comme ça arrive fréquemment en France. Et une réflexion que je me faisais souvent après ce déménagement, c'est que j'avais perdu du capital symbolique. Le prof de philo en France et prof de philo au Québec, c'est vraiment deux. On perd du capital symbolique entre les deux. Mais en fait, c'est pas plus mal. Les philosophes, les intellos sont moins présents dans les médias, mais ce qui n'empêche pas que les cégepiens, donc en gros l'équivalent des lycéens, ont 3 cours, dont un cours en éthique et politique, et cours dans lesquels ils sont en général mis en contact avec les 3 théories morales, ils parlent de Singer, et je pense qu'ils entendent davantage parler d'éthique animale que leurs équivalents français. Alors, je ne peux pas trop parler de la philosophie française contemporaine que je lis, que je connais très mal. Habituellement, j'ai trouvé que c'est trop continental. Et quand je dis ça, ça veut un peu dire pas assez rigoureux, ou alors des affirmations générales, où j'arrive très facilement à trouver des contre-exemples, donc ça ne me donne pas le goût de continuer à lire. Alors, je disais que j'écoute France Culture, mais pas trop France Culture sur la philo, parce que en général, j'ai trouvé que c'est trop histoire de la philo. Et surtout, ce qui m'apparaît avec la licence que j'ai prise maintenant, c'est comment la philo française me semble beaucoup structurée par la dissertation. Et la dissertation, qui est quand même un exercice rhétorique, dans Triste Tropique, Lévi-Strauss déjà disait que c'était un peu, qui s'était enfui de la philo parce qu'il voyait un caractère un peu vain et rhétorique et un côté un peu gaspillage d'intelligence, parce que la dissertation, on est censé pouvoir dire un peu n'importe quoi en 3 parties sur n'importe quoi, et c'est très éloigné de ce qu'on va faire en philo-analytique, en tout cas de ce que j'ai fait à l'Université de Montréal et ce que font les étudiants ici, où ils n'écrivent pas des dissertations, mais des essais. Et dans un essai, on défend une thèse. Ce n'est pas un exercice rhétorique, il s'agit de s'engager. Et on voit bien que quand on a l'habitude de faire des dissertations, les conclusions éthiques auxquelles on peut aboutir, on va les prendre moins au sérieux. En tout cas, peut-être qu'on pourrait faire la thèse que la philo-analytique est plus fertile pour l'éthique animale et probablement plus motivante. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient devenues véganes en lisant sur le devenir animal. Et de façon générale, les philosophes continentaux vont pas trop parler de cas concrets
Et ils n'ont pas non plus parlé entre eux. D'ailleurs, Deleuze était très fier de dire que la philosophie, c'était un truc un peu artiste, où il ne s'agit pas de communiquer. Par rapport à l'antispécisme, on peut quand même constater qu'il y a une fermeture, comme je le mentionnais au début, un peu hallucinante des départements de philosophie à l'antispécisme. Donc, avec le recul, c'est quand même fou de penser que presque aucun des grands intellectuels progressistes des années 70-80 n'ont perçu l'importance de l'antispécisme. Alors, est-ce qu'ils n'étaient pas curieux? Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? Est-ce qu'ils voulaient se resservir du foie gras? Toutes les hypothèses sont valables. Mais ouais, pourquoi est-ce que Peter Singer a eu si peu d'écho en France? Ça fait partie des questions. Donc, deuxième hypothèse, l'entraînement typiquement français à la dissertation a probablement retardé mon intérêt pour l'éthique de façon générale et pour l'éthique animale en particulier. Alors, troisième domaine, l'éthique. Hein, je fais du plus grand au plus petit. Est-ce que je me demande, il faudrait faire une étude, mais peut-être j'ai l'impression que le mot éthique et les questions éthiques, de façon générale, sont plus présentes au Québec dans les médias. Même le mot, je pense, est plus, on l'entend plus souvent qu'en France. Pour ce qui est du lien avec l'éthique animale, je pense que, là encore, ce serait à vérifier, mais que les Québécois ont davantage assimilé le darwinisme. Valérie, avec qui on discute souvent ces choses-là, me raconte souvent que elle, en gros, c'est d'avoir compris le darwinisme qui a été le déclencheur. Et moi, je ne peux pas avoir d'expérience analogue parce que je me souviens pas, au cours de mes études, avoir eu un moment vraiment le flash en disant que non, c'est vraiment puissant comme théorie. Ouais, c'est comme si ça restait sous-connu en France, et j'ai l'impression que ça pouvait avoir des effets sur la réception de l'antispécisme. Alors, en éthique animale, autre chose importante au Québec, c'est qu'on n'a pas d'intellectuels anti-véganes. On n'a pas de Jocelyne Porcher, de Paul Ariès, Dominique Lestel, Francis Wolff. On n'a pas non plus d'Elisabeth de Fontenay, qui n'est peut-être pas directement anti-végane, mais qui aurait sans doute retardé les choses. Et la réflexion, de toute façon, si je regarde la France maintenant, je trouve que la réflexion en éthique me semble peu développée. Moi, je me souviens avoir eu un cours sur le mal en licence, mais c'était une longue dissertation avec plein de références hyper bien faites. Alors, j'étais très content, hein. Je trouvais ça profond et tout, mais n'empêche que j'ai changé d'avis sur rien du tout et je ne pense pas avoir découvert des trucs moralement vraiment signifiants que je n'avais pas vus, quoi. Et c'était d'abord une préparation à la dissertation, c'est une préparation à la grecque, quoi. C'était pas un cours d'éthique comme j'ai pu en voir après. Il y a très peu d'éthique analytique appliquée qui en France. Peut-être une exception connue, ça serait Revenogian, mais il n'y a pas beaucoup d'autres Revenogiens. Je sais qu'historiquement, on explique même il semblerait que l'éthique était assez développée et elle a été occultée par la philo politique. Genre après la Seconde Guerre mondiale. Il y a le marxisme aussi n'a pas aidé parce que dans le marxisme, il y a cette idée leur morale est la nôtre. Donc la morale, c'est un truc un bourgeois. Évidemment, ça n'aide pas à prendre les questions morales au sérieux. Je ne pense pas que les psychanalystes aient beaucoup aidé non plus. Hein, le commandement de Lacan n'est pas cédé sur son désir. Si ton désir, c'est de reprendre du foie gras, tu reprends du foie gras. Bon, je caricature, mais en tout cas, c'est pas des courants de pensée qui assument qu'il y a une vérité morale et puis qu'on peut chercher à l'atteindre. En fait, c'est comme si la conception qui continue à être présente, je pense, dans la majorité de la tête des intellectuels français, c'est vrai que l'éthique, la morale, c'est un peu le catholicisme. Donc, une morale bien particulière. Et le résultat, c'est que la position par défaut, j'ai souvent l'impression que c'est un genre de relativisme moral qui est très répandu chez les intellos français.
ils pourraient s'en défendre parce qu'ils veulent surtout pas ressembler à des affreux américains relativistes, mais en fait, ils sont quand même, globalement, en tout cas, ils sont pas réalistes moraux. Donc moi, ce que j'ai appris en étudiant ici à l'université de Montréal, c'est que non, il y a des choses qui sont plus importantes, qui sont objectivement plus importantes que d'autres. Il y a des arguments qui sont objectivement meilleurs que d'autres. Et quand on a des bons arguments pour faire une chose importante, il faut essayer de le faire. Mais c'est pas le type de raisonnement, je pense, que j'aurais pu former si j'étais resté à faire mon doctorat en France, par exemple. Une autre chose qui est particulière, c'est que souvent on va voir la vision de la philo-analytique comme se préoccupant pas de l'aspect humain ou des émotions très froides, très rationnelles, mais une particularité quand même du Centre de recherche en éthique, c'est que sa directrice, Christine Tapollet, est une des spécialistes mondiales des émotions. Donc pour nous, c'est très légitime de réfléchir sur les émotions, puis même la thèse de Christine, c'est que les émotions, pour faire simple, nous révèlent des valeurs. Et voilà, si on est en colère devant une injustice, l'émotion de colère, c'est pas fiable à 100%, mais globalement, ça montre qu'il y a de l'injustice. Et les émotions de colère, plutôt, pour Christine, ça traque l'émotion traque une valeur morale. Alors, je disais, ces intellectuels français qui n'ont pas fait de colloque sur le spécisme plus tôt, si on essaie de comprendre, je pense qu'il y a peut-être aussi tout simplement cette espèce de relativisme que je disais qui est par défaut et qui est assez confortable. C'est aussi une façon de ne pas prendre de risques, c'est une façon de pas changer ses pratiques pour des raisons morales. Des positions philosophiques qui vous demandent un vrai changement concret 3 fois par jour, il n'y en a pas tant que ça. Et on sait qu'il peut y avoir vraiment un décalage entre ce que les gens pensent qui est la bonne chose à faire et puis la façon dont ils agissent, mais encore une façon encore plus simple de ne pas agir comme on ne veut pas agir, c'est de penser qu'il ne faut pas le faire, quoi. En tout cas, il y a un genre de confort à dire à ne pas dire ceci est bien ou mal. Il y a un confort à pas oser affronter, poser des arguments. Je pense ce qu'il faut se mettre en tête sur ces histoires de relativisme et de réalisme moral. Donc, réalisme moral, c'est-à-dire il y a une objectivité, une réalité morale, mais c'est pas parce qu'on est réaliste moral que nécessairement on connaît. Donc, c'est pas la même chose de dire il y a une vérité morale et puis de dire je connais la vérité morale. Donc, on peut être complètement modeste épistémiquement sur notre connaissance de ce qui est bien ou mal, mais ça n'empêche pas de postuler qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres et que du coup, il y a des arguments ou des émotions qui peuvent nous amener à les identifier, à les connaître. Donc, je finis avec ma dernière hypothèse sur l'éthique. L'idée, ce serait que le relativisme moral, plus ou moins caché des intellectuels français, nuit à la réflexion éthique et en particulier à la réflexion animale. Donc, si je me résume, je dirais que j'ai grandi en mangeant des animaux et en faisant de la philosophie continentale. J'ai déménagé. J'ai arrêté de manger des animaux et de faire de la philosophie continentale pour faire de la philosophie analytique. Et donc là, pour expliquer le retard français, j'ai un peu généralisé mon cas individuel. Du point de vue métaux, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pour arriver à ces 3 hypothèses, à savoir que par rapport à l'université, l'éthos moins hiérarchique de l'université québécoise et sa proximité avec le monde anglo-saxon ont favorisé mon antispécisme. Par rapport à la philo en général, l'entraînement typiquement français à la dissertation a retardé mon intérêt pour l'éthique et l'éthique animale. Et enfin, par rapport à l'éthique, le relativisme moral caché de bon nombre d'intellos français nuit à la réflexion éthique. Et alors, je n'ai pas trouvé de blague pour la fin, donc je finis sans blague, mais vous pouvez repenser à la blague des Canadiens dans la piscine.
Merci beaucoup pour votre intervention emplie d'humour. Alors, si vous avez des questions dans la salle ou sur le chat, je peux les reformuler. Vous pouvez venir vous exprimer directement. Autrement, moi, j'aurais justement une question par rapport à ce que vous avez dit sur l'exercice de la dissertation. Ça fait écho avec certains échanges qu'on a pu avoir au cours de ce colloque où justement on déplorait le fait que les chercheurs et les chercheuses avaient tendance, notamment en France, à ne pas se situer, à part quand ils étaient justement chercheurs et chercheuses en sciences sociales, où là, c'est devenu une étape un peu obligatoire. Est-ce que vous pensez justement que cet héritage de la dissertation, où on ne dit pas je, contrairement aux essais, où on prend de la distance avec son objet, est responsable en partie de cet état de fait? Oui, alors oui, tout à fait. Après, moi, c'était pas tant le fait qu'on dise pas je dans la dissertation, même si c'est un bon point. Là, je pense que ça, non, effectivement, c'est important. Mais c'est même la structure même, cette idée que être un bon étudiant, faire partie de, on est sélectionné sur sa capacité à dérouler des arguments auxquels on ne croit pas vraiment, parce qu'on fait ça parce qu'on a 3 heures ou 6 heures pour épater le jury avec mon habileté rhétorique à enchaîner les références et les arguments en me foutant de la conclusion. Ce qui compte quand on fait une dissertation, c'est d'avoir une bonne note, c'est pas de dire la vérité, quoi. Et comme les gens, en tout cas les littéraires, sont beaucoup entraînés avec ça, je pense que ça a des effets et que ça explique en partie pourquoi la philo-analytique apparaît davantage dans le monde anglo-saxon et l'éthique animale aussi. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question dans la salle? Sinon, j'en ai d'autres. Justement, par rapport à votre choix d'objet. Mais allez-y, si vous voulez venir la poser en présent. Oui. Oui, j'étais très intéressée par votre liste des raisons. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait quand même ajouter à cette liste le poids de l'héritage cartésien? Je sais que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, qui me trouve très... Le poids de l'héritage cartésien qui est encore vraiment bien réel, même dans des écrits contemporains, il y a encore vraiment des résidus de cette théorie. Et quand même, Descartes, c'est quand même le parangon de la rationalité à la française. Or, sur la question des animaux, c'est peut-être plus subtil qu'on le dit, mais c'est quand même des conneries, quoi, quand même. L'animal machine, c'est énorme. Je vois plus, c'est une hypothèse, hein, c'est peut-être que vous avez raison, mais moi, je le vois plus comme un peu un symptôme, parce que l'héritage cartésien, c'est quand même, pour le coup, à peu près la même chose là que l'héritage chrétien, corps-âme. Donc là, il reprend ça, mais c'est sûr que chez les philosophes français, il y en a beaucoup qui se revendiquent de Descartes. L'héritage chrétien, bien sûr, je suis d'accord. C'est vrai que la morale, on dit « Oh, la morale, c'est un truc de catho ». Ça, je l'ai entendu, c'est vrai, un truc de catho. Mais l'héritage chrétien, vous avez parlé de France Culture. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu, comment elle s'appelle, Elisabeth Van Rett, là, qui a invité la prof de philo de Lyon 3, qui a fait l'éloge intégral de Descartes. Quand il a été question des animaux, ils ont dit il n'y a eu aucune espèce de position critique. Oui, c'est un peu dépassé, mais quand même, c'est plus subtil qu'on croit, etc. Et je vous assure que dans mon entourage, j'ai quand même des preuves que cet héritage, même si on le module un peu, il est vraiment présent dans les esprits. Ouais. Et là, pour le coup, ce qui est très français aussi, c'est de vouloir à tout prix référer à l'histoire de la philo, quoi. Voilà. Pour trancher une question, franchement, si on veut savoir est-ce que les animaux ressentent la douleur et tout, il faut... Oui. C'est bizarre, c'est Descartes qui va nous aider, quoi. Oui, exactement. Non, mais les cours de philo en France, c'est une succession de philosophes, alors un par un. Quoi. Non, mais j'ai subi ça aussi. Hein. Et bon, Descartes, il ne faut pas... Voilà, et c'est l'éloge de Descartes. Mais je ne sais pas. Parce que Laurent est plus indulgent envers Descartes que moi. Oui, alors, je ne sais pas si Martin m'entend, mais simplement, j'ai lu ce qu'écrit Heidegger sur Descartes, ça m'a énervé.
Parce qu'il l'a caricaturé, en fait. Il a expliqué dans son livre que Descartes avait des problèmes avec sa mère. Voilà. C'était un peu du délire. Et donc, effectivement, j'ai été un peu gratté. Et finalement, je me rapproche plutôt de la position de Fontenay qui rappelle finalement que lorsque Descartes invoque les arguments mécanistes, c'est pour s'extraire d'une métaphysique obsolète et qu'il ne faut pas me prendre non plus au mot. Enfin, ce que j'en comprends, je ne suis pas philosophe, c'est-à-dire que je dirais le lexique du mécanisme était une prise de distance par rapport à une sorte de philosophie pneumatique, mais ça ne veut pas dire qu'il croyait que les animaux ne ressentaient rien. Par contre, il pensait qu'ils ne pensaient pas. Non, non, je suis pas d'accord. Voilà, J'ai relu, du coup, j'ai relu. Non, parce que la sentient, c'est par opposition. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils soient susceptibles de souffrir. Ils ont une sensibilité, mais une sensibilité purement matérielle, puisqu'ils n'ont pas d'âme. Donc ils ont une sensibilité, exactement comme une machine peut réagir aussi à des stimuli, et il n'y a aucune idée de souffrance vu qu'ils sont dépourvus d'âme. Donc je pense que c'est un malentendu sur le terme de sentient. À l'époque, hein, ça voulait dire sensible par opposition à la connaissance, à l'intelligence. Oui. Sauver Descartes, ça me paraît difficile quand même. Il faut sauver le soldat Descartes en France. Ah oui, oui, oui.